Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Qui décide de ce qui est enseigné à l'école? Quelle place pour les sciences, pour l'art? Combien de langues les élèves doivent-ils apprendre et lesquelles? Combien d'heures de sport? Et qu'en est-il des cours de religion ou de l'enseignement des nouvelles technologies? Concevoir le programme parfait est loin d'être évident. Et c'est pareil pour les gouvernements qui fixent des contenus d'enseignement valables pour tous les établissements de leur pays. Qu'est-ce qui doit figurer au programme? Une question âprement débattue, par exemple en Angleterre. Si Cambridge peut se targuer d'accueillir l'une des 5 meilleures universités au monde, l'Angleterre, elle, est à la traîne dans les classements PISA pour le primaire et le secondaire. Le gouvernement veut y remédier en appliquant à l'automne une réforme des programmes dans les écoles publiques anglaises. On y mettra l'accent sur l'apprentissage par cœur et des efforts supplémentaires seront demandés aux enfants dès leur plus jeune âge. Une initiative vivement critiquée dans le monde enseignant. Certains jugent que cette accumulation de contenu nuira à la compréhension et à la motivation des élèves. Le problème le plus grave avec ces nouveaux programmes, c'est que les connaissances sont considérées comme quelque chose de passif, comme si on pouvait en un sens bourrer le crâne des enfants avec des connaissances au lieu de miser sur l'action, le concret et l'expérience, alors que nous savons pourtant que ce sont les bonnes méthodes pour apprendre aujourd'hui. Et il est certain qu'on acquiert des connaissances en comprenant les choses en profondeur et en étant content d'apprendre. La réforme préconise par exemple de ne pas employer de calculatrice au primaire et de faire étudier 2 pièces de Shakespeare avant l'âge de 14 ans. Les nouvelles technologies ne sont pas en reste, les enfants devront apprendre le codage. Du côté des experts qui ont travaillé sur ces nouveaux contenus, on estime que leur objectif a été mal compris. Il nous faut un équilibre, par exemple, entre le développement cognitif de l'enfant, ce qu'il sait, ce qu'il a compris, ce qu'il peut faire, et son développement réel, son bien-être, son comportement, son intégration sociale. Il y a des écoles qui ont pensé qu'il fallait largement privilégier le premier aspect par rapport au second. Et c'est un faux débat. Les pays qui réussissent le mieux en matière d'éducation garantissent l'équilibre entre les deux. Eh bien, nous aussi, nous garantissons la même chose dans ce programme. Mais parmi les enseignants, certains voient dans cette réforme initiée par l'ancien ministre de l'Éducation un non-sens qui illustre la mainmise du gouvernement sur l'enseignement. Je n'avais jamais connu d'époque où les différents partis se renvoyaient autant la balle sur l'éducation, où le point de vue professionnel des enseignants était autant ignoré et où un ministre de l'Éducation avait pour seule préoccupation de faire passer des réformes que lui seul pensait bonnes. Pour appliquer sa réforme, le gouvernement aura pourtant besoin de tous les enseignants. Évidemment, il est extrêmement important d'avoir de bons programmes, mais décider de leur contenu pose de nombreuses difficultés. Pour bénéficier d'un regard d'experts, nous avons interviewé 2 spécialistes de l'UNESCO à Genève. Instance de référence dans le monde, le Bureau international d'éducation apporte conseils et assistance technique aux spécialistes, enseignants et décideurs qui veulent rénover leurs programmes scolaires nationaux. Depuis sa création en 1925, il centralise de la documentation relative à l'enseignement public et privé à travers la planète. Mais l'institution regarde aussi vers l'avenir. Au BIE, on ne parle pas de programme idéal. On estime que différents programmes peuvent être efficaces dans divers contextes en fonction des priorités nationales, des aspirations nationales et de la définition nationale de l'éducation. Le programme doit faire le lien entre le contenu, ce que vous voulez enseigner, et les besoins et les motivations des apprenants, ce qui implique de repenser les contenus pour faire en sorte qu'ils correspondent beaucoup plus aux besoins et aux attentes des apprenants. Traditionnellement, on se concentre sur les enseignants et on ne met pas beaucoup les apprenants au centre du jeu. Aujourd'hui, quand on évoque l'éducation, les réformes des programmes et les méthodes d'enseignement, on place les apprenants au cœur du processus éducatif. Si l'objectif de ce processus, c'est bien d'aider l'élève à comprendre ce qu'il apprend pour qu'il puisse s'en servir dans sa vie future,
Il faut aller au-delà, d'après les experts du BIE, et notamment regarder ce qui se passe à l'étranger, une évidence puisque nous vivons dans un monde largement globalisé. On prend en compte les tendances mondiales, on prend en compte les études internationales, on se compare avec d'autres pays, parfois de façon un peu trop facile, parce que quand on fait les comparaisons, d'habitude, on oublie les contextes. Finlande a été toujours, au cours des dernières années, toujours mené comme l'exemple d'un système éducatif qui fonctionne très bien, parce que la Finlande était toujours en première place en PISA. Mais il faut voir quel est le contexte de la Finlande, parce que c'est pas certes que si on prend les modèles finlandais et on les transfère par exemple en Italie, ça va marcher. Peut-être ça va pas marcher. Élaborer les meilleurs programmes nationaux qui soient nécessite une réflexion à plusieurs échelles, insiste ainsi le BIE, au niveau local, national et mondial. Peut-être que si l'on donnait la liberté aux enseignants et à leurs élèves de concevoir leurs propres programmes, les résultats seraient meilleurs. Après tout, les écoles ne sont pas toutes identiques. Mais qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Voyons comment un établissement en Italie a décidé de franchir le pas et fait déjà des émules. À Brindisi, un lycée public professionnel fait sa révolution. En classe, les élèves peuvent se déplacer pour travailler en petits groupes. Ils n'étudient qu'une seule matière à la fois par période de l'année. Et selon le modèle de l'école inversée, les contenus d'enseignement sont accessibles en ligne et le cours devient le lieu des questions et de la mise en pratique. L'établissement utilise aussi ses propres manuels. Ça, c'est un livre qu'on a rédigé nous-mêmes. C'est spécial parce que c'est interactif et on peut aussi insérer des images, des fichiers multimédia. On peut les publier sur nos propres plateformes ou sur celles du lycée. Depuis 2009, cet institut Majorana refuse d'appliquer le programme national uniformisé. Ce sont les enseignants et les élèves qui conçoivent leurs manuels low cost en version papier ou électronique. Une partie de l'argent que les familles ont ainsi économisé sert à financer l'équipement des classes, les ordinateurs, les tablettes et les tableaux numériques. C'est de cette idée que ce projet intitulé Book in Progress est né. Il s'agit de publier des contenus qui sont directement élaborés par les enseignants avec la participation des élèves. En 4 ans, le concept a abouti à la création d'un réseau qui comprend aujourd'hui 200 établissements scolaires et plus de 1200 professeurs qui rédigent des livres de manière collaborative. D'autres établissements prennent progressivement le même chemin, comme dans cette école primaire de Turin où des enseignants échangent via Internet avec l'un des professeurs de l'Institut Majorana au sujet de la bibliothèque numérique publiée par Book in Progress. Si le réseau ne dispose pour l'instant que de manuels de niveau lycée, on s'attelle désormais à rédiger des livres pour le primaire et le collège. On est répartis en départements. Ces départements discutent en profondeur de toutes les idées, de toutes les analyses possibles ou de tous les changements qui doivent être faits dans les différentes publications. Cette expérimentation a été rendue possible par la large autonomie accordée aux écoles à la fin des années 90. Aujourd'hui, des enseignants et des experts élaborent des directives nationales, un cadre dans lequel les écoles sont libres de concevoir leur offre pédagogique. Il faut rappeler qu'auparavant, l'Italie appliquait dans ses établissements scolaires un programme national rigide, une pratique héritée de l'époque de Mussolini. En Italie, le programme scolaire national n'existe plus. On peut dire qu'au début des années 2000, on a connu la première véritable révolution dans l'éducation depuis 1923.
Pour plus d'informations sur cette question des programmes, n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages des réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas nous faire part de vos commentaires? Nous avons hâte de vous lire. En attendant, c'est la fin de cette édition. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.